Voici Dan Loeb, un homme qui a fait fortune en faisant ce que la plupart des gens ne font que rêver, dire des conneries sur Internet. Dan dirige Third Point Management, un fonds spéculatif qui surpasse constamment le marché boursier depuis plus de 20 ans. Mais ce ne sont pas seulement ses compétences en investissement qui le distinguent, c'est aussi sa stratégie unique. Dan est connu pour sa grande gueule et sa personnalité agressive. Il n'a pas peur de dénoncer les entreprises qu'il estime sous-performées ou mal gérées. Et ses commentaires cinglants ont le pouvoir de faire chuter les cours des actions. Alors que de nombreux trolls sur Internet s'endorment avec leurs oreillers à l'effigie d'animes, Dan Loeb a fait du trolling un art, et un art très lucratif. Il a gagné des millions grâce à ses commentaires acerbes qui tombent comme des dominos. Les institutions s'effondrent, les unes après les autres, sous les mots de Dan Loeb. Les entreprises s'inquiètent d'être les prochaines victimes de cette stratégie agressive. Le fonds de Dan a réussi à générer un rendement moyen de plus de 20% par an pendant près de 25 ans, éclipsant la moyenne du marché boursier qui est de 8% par an. Alors, comment Dan a-t-il pu générer des rendements aussi extraordinaires? Et pourquoi un troll d'Internet est-il autant redouté à Wall Street? En 1995, un jeune et ambitieux Daniel Loeb quitte son emploi pour poursuivre son rêve de toujours, créer son propre fonds spéculatif. Il a un plan, un rêve et un nom. Third Point Management, nommé d'après l'un de ses spots de surf préférés sur la plage de Malibu. Mais la réalité de la situation s'impose rapidement, et Loeb se retrouve à lutter pour réunir les fonds nécessaires afin de concrétiser sa vision. Ayant besoin de fonds d'investisseurs, Dan cherche à lever 10 millions de dollars, un objectif qu'il n'atteint malheureusement pas. Il ne récolte que 3 millions. Grâce à quelques amis proches et membres de sa famille, Loeb verse toutes ses économies, soit 340 dollars, dans le fonds. Parlons de pression. À l'approche du jour fatidique de la première transaction, Loeb commence à paniquer, le doute s'installe, et il se demande s'il a vraiment ce qu'il faut pour réussir dans le monde impitoyable de la finance. Mais il n'y a plus de retour en arrière possible, sans autre choix que d'aller de l'avant, Loeb se lance dans la tâche intimidante de gérer sa propre entreprise seul, jour après jour. Dan gère toute l'opération lui-même, faisant tout du décroché de téléphone à la promotion de son nouveau fonds. Gérer toutes les parties de son jeune fonds spéculatif était épuisant. Tout son temps semblait être consacré à des tâches monotones et ingrates. Il passait des heures simplement à faire des photocopies, à répondre à des emails. C'était jusqu'à ce que Dan Loeb fasse une découverte qui allait tout changer. Et devinez quoi? Contre toute attente, le fonds a déjà progressé de 8% dès son premier mois. Soudain, la confiance de Loeb s'est restaurée et il se sent au sommet du monde. Grâce à sa vaste expérience de Wall Street dans la dette en difficulté, il examinait des segments du marché comme les situations spéciales de dette en difficulté, telles que les scissions, les démutualisations, les faillites après restructuration. Dan parcourt le marché boursier à la recherche d'entreprises en difficulté qui pourraient se redresser avec un nouvel élan. Il commence à parcourir le marché boursier à la recherche de la prochaine grande opportunité. Mais il ne se contente pas de suivre les règles. Oh non, pas Dan Loeb. Il adopte vite une stratégie audacieuse en vendant à découvert de petites capitalisations sous l'alias Monsieur Pink, d'après un personnage de Reservoir Dogs, pour les dénigrer sur des sites d'investisseurs comme Silicon Investor. Considérez cela comme de l'investissement diffamatoire. C'est une démarche audacieuse, certains pourraient même appeler ça de la manipulation de marché, mais ça fonctionne, et ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Bientôt, Loeb commence à salir tout le monde, faisant chuter les cours des actions des entreprises et générant des rendements gigantesques. Et le meilleur dans tout ça, c'est que personne ne sait que c'est lui. Il est devenu le plus grand mystère du monde de la finance. À mesure que les rendements s'accumulent, les investisseurs affluent vers son fonds et Loeb se retrouve à gérer plus de 100 millions en seulement 4 petites années. Mais il y a un problème en 1999, lorsque Loeb vise une entreprise appelée itsgalore.com Inc. Ils le poursuivent en justice après qu'il a publié des commentaires négatifs à leur sujet en ligne. Dan a posté sur un forum que l'entreprise ne vaut rien et que ces escrocs devraient être en prison. Le procès est abandonné seulement 1 mois plus tard. Cependant, le mal est fait. Loeb est forcé d'admettre qu'il est Mr. Pink, révélant ainsi sa véritable identité.
Dan a besoin d'une nouvelle stratégie. Et en lisant l'une des lettres d'actionnaire du gestionnaire de fonds, Robert Chapman, Loeb se rend compte que sa prochaine opportunité est juste devant lui. Écrire des lettres d'actionnaire activiste. Quelque chose qui reflète bien sa personnalité bruyante et audacieuse. La stratégie est simple. Si vous possédez plus de 5% d'une société cotée en bourse, vous êtes tenu par la Securities and Exchange Commission, la SEC, de faire des déclarations publiques. Ici, Dan peut joindre des lettres cinglantes, qu'il appelait des lettres de destruction massive, à ces déclarations en faisant des commentaires acerbes sur les dirigeants de l'entreprise. Et comme les dirigeants n'aiment pas être embarrassés, Loeb peut utiliser cette nouvelle autorité pour imposer des changements au sein de l'entreprise grâce à cette nouvelle stratégie de trading à sa disposition. Dan arrive en force en 2000 avec sa première lettre de destruction massive. Il s'en prend à Bill Stiritz, le PDG respecté d'Agri Brands, une entreprise d'alimentation animale. Il le critique sévèrement pour son package de rémunération exorbitant et l'accuse d'avoir poussé l'entreprise dans une fusion destructrice. Et sans surprise, cette tactique fonctionne et en peu de temps, Dan gagne 21 millions de dollars. Voyant l'opportunité ici, il commence à s'attaquer à entreprise après entreprise. Sachant que s'il peut embarrasser publiquement les dirigeants d'une entreprise, il peut bouleverser la société. Cela augmente ainsi ses rendements. Il écrit au PDG de Potlatch, une entreprise de produits forestiers. Vous et votre directeur financier narquois êtes parmi les pires dirigeants d'une société cotée aux États-Unis. Selton, le fabricant des grilles George Foreman, accuse son conseil d'administration de dilapider les actifs de l'entreprise, parmi des dizaines d'autres lettres cinglantes. Les entreprises commandées commencent à craindre Dan, et elles ne veulent pas devenir la cible de la plume acérée de Dan. En utilisant cette nouvelle approche, Dan revient aussi à ses racines d'investisseurs en dette en difficulté, et Third Point rugit, affichant un rendement impressionnant de 50 et 1,5% en 2003. Le cycle suivant de dette en difficulté s'est déroulé de 2002 à 2003 et nous avons joué les fins de parcours des titres en faillite sur ce marché et nous avons eu notre meilleure année de tous les temps. Nous avons progressé de 50% en 2003 et de 30% en 2004. Suivi d'un rendement impressionnant de 30% l'année suivante. Et en 2007, le fonds a généré un rendement annuel de plus de 23% depuis sa création. Il est clair que le fonds prospère et à mesure que les rendements augmentent, l'optimisme grandit aussi. Cependant, sous la surface, une crise se prépare. Et l'année 2008 s'apprête à être la période la plus difficile que Loeb ait jamais traversée. Nous sommes en 2008 et le monde financier est en plein tumulte. Au milieu du chaos, Daniel Loeb et son fonds spéculatif Third Point sont au bord de l'effondrement. Les actifs de Third Point ont chuté de 5 milliards à seulement 1,7 milliard. Et les investisseurs fuient comme des rats quittant un navire en train de couler. Mais Daniel n'abandonne pas facilement et voit des opportunités là où d'autres ne voient que des catastrophes. Et lorsque le département du Trésor annonce un test de résistance pour les banques, Daniel y voit une occasion de renverser la situation. Alors il fait ses valises et part pour Washington, D.C., afin de rencontrer des consultants, des lobbyistes et d'autres acteurs familiers avec le nouveau test de résistance. Et c'est là que l'ampoule s'allume. Dan réalise que les banques se restructurent simplement et que pour beaucoup, la situation ne peut que s'améliorer désormais. C'est une opinion à contre-courant, mais Dan n'est rien sinon audacieux. Au cours des 4 semaines suivantes, Third Point déploie des centaines de millions de dollars, achetant des actions privilégiées dans des compagnies d'assurance et des banques, ainsi que la dette de nombreuses banques de second rang. Dan ouvre également d'importantes positions dans des constructeurs automobiles en difficulté comme Ford, Chrysler, CAT et Delphi, et prend même des positions longues sur certains titres adossés à des créances hypothécaires. Avec son nouveau portefeuille remanié, Third Point décolle comme une fusée. En seulement 8 mois, le fonds affiche une hausse de 45%, suivie d'un rendement de 35% l'année suivante. Et Third Point était nommé fonds événementiel de l'année par le magazine Réalité Augmentée en 2010 et 2011. C'est un revirement remarquable, et tout cela grâce à la persévérance de Dan, à sa vision contraire du marché et à sa volonté de prendre des risques audacieux. Et avec Third Point de retour au sommet, Dan est de nouveau en position de dominer le monde des fonds spéculatifs pour une autre décennie. Après que Third Point ait frôlé la catastrophe, Dan cherche à redorer son image, lui qui est connu pour ses attaques féroces contre les petites entreprises.
Il décide donc de chercher des opportunités à l'international qui ne nécessitent pas de provocation, en se concentrant sur les marchés émergents comme l'Inde, la Chine et le Brésil. Une stratégie qui porte rapidement ses fruits, puisque Loeb parie que la dette souveraine grecque augmentera après un plan de sauvetage de l'Union européenne. Il achète la dette à 1700 pour $1 et la revend à 3400, ce qui lui rapporte environ 400 à 500 millions de dollars en seulement quelques mois. Malgré cela, Loeb ne peut pas s'en empêcher et il se retrouve rapidement à utiliser à nouveau ses tactiques éprouvées, cette fois en ciblant l'une des entreprises les plus connues au monde, Yahoo. En 2011, Loeb écrit une lettre publique au fondateur de Yahoo, Jerry Wang, annonçant qu'il vient d'acquérir plus de 5% de l'entreprise et qu'il cherchera à instaurer une nouvelle direction au sein de la société. Après avoir échoué à obtenir la réponse souhaitée de la part de Jerry, il écrit quelques mois plus tard une autre lettre au conseil d'administration de Yahoo, accusant Yang et leur président du conseil, Roy Bostock, d'incompétence stratégique. Et lorsque cela n'a pas fonctionné, Loeb annonce que leur PDG, Scott Thompson, a menti sur son CV, révélant qu'il ne possède pas de diplôme en informatique. Une manœuvre efficace qui provoque le licenciement de Thompson et permet à Loeb d'obtenir 3 sièges au conseil d'administration de Yahoo. Très rapidement, la valeur de Yahoo a augmenté et en moins de 2 ans, Loeb a plus que doublé son investissement, faisant de ce pari l'un de ses plus grands succès, avec un bénéfice de plus d'1 milliard de dollars. Dan continue de répéter une stratégie similaire, augmentant les enjeux à chaque fois, en ciblant d'autres géants comme Sony, Nestlé et plus récemment, Disney. Mais il y a un incident qui se démarque particulièrement durant cette période. Notamment, Loeb se dispute avec l'investisseur légendaire et ami Bill Ackman. Nous sommes en 2013 et Ackman prend une position short d'1 milliard de dollars sur Herbalife, une entreprise de compléments alimentaires, l'accusant d'être une pyramide de Ponzi. Dans ce qui sera l'un des paris les plus populaires et les plus risqués de Bill, un pari à gros enjeux que nous couvrons en détail dans notre vidéo qui lui est consacrée d'ailleurs. Dan, qui n'a jamais été du genre à fuir la controverse, entend parler de ce pari et décide de prendre le pari inverse. Il annonce publiquement une position longue de 300 millions de dollars sur l'entreprise, misant essentiellement sur les perspectives futures de la société. Pendant que son ami Ackman parie contre eux au cours des semaines suivantes, Ackman fait la une des journaux en accusant l'entreprise d'être une pyramide valant $0. Essayant de faire chuter le cours de l'action pendant que Loeb fait la promotion de l'entreprise, affirmant que l'action à $38 devrait valoir entre 55 et $68 par action. Cela pourrait potentiellement placer Ackman dans un short squeeze si l'action montait autant, ce qui lui ferait perdre des millions de dollars. Pendant que cela se passe, le prix de Herbalife commence à augmenter. L'action auparavant à $38 atteint soudain environ $45 en une semaine. Mais pendant que cela se passe, Loeb clôt sa position et encaisse un gain de 50 millions de dollars. Ackman est furieux et même si les deux étaient amis de longue date, ils ne se parlent plus pendant des années. Dan a passé des semaines à saper le plus gros pari de Bill, montrant la véritable impitoyabilité de Loeb. Il a mis à rude épreuve son amitié avec Ackman pour avoir l'opportunité de faire gagner plus d'argent à son fonds. Et grâce à des paris réussis comme celui-ci, Third Point continue de générer des rendements supérieurs à la moyenne après sa quasi-faillite en 2008. Depuis sa création en 1995, le fonds a généré un rendement annuel de plus de 13,3% contre 8,4% pour le S&P 500 sur la même période. Le fonds, qui valait autrefois 3 millions de dollars, gère désormais plus de 12 milliards d'actifs, ce qui en fait l'un des plus grands fonds spéculatifs au monde. Quant à Loeb, tout cela a également très bien fonctionné pour lui sur le plan personnel. Il est actuellement l'un des gestionnaires de fonds spéculatifs les mieux payés au monde, ayant gagné la somme impressionnante de 400 millions de dollars rien qu'en 2022, ce qui porte sa fortune à 3,5 milliards de dollars. Avec tout cet argent, Dan a effectué quelques achats très importants. En 2003, il a acheté un manoir de 15 millions de dollars dans les Hamptons, suivi par tout un étage d'un penthouse à Manhattan pour 44 millions de dollars en 2018. Il possède également un yacht de 60 mètres pour lequel il a payé 52 millions de dollars. Plus récemment, il a acheté 2 maisons à Miami Beach pour 12 et 20 millions. On dit que l'argent n'achète pas le bonheur. Dan n'en est pas si sûr.
Ce qui distingue Dan, c'est sa détermination à offrir des rendements supérieurs à la moyenne à ses investisseurs. Au fil des années, Dan a utilisé diverses stratégies d'investissement impopulaires. Il est allé jusqu'au tribunal, a complètement risqué sa réputation et même mis à mal une amitié proche. Tout cela pour faire gagner plus d'argent à ses investisseurs, ce que la plupart des fonds spéculatifs ne feraient jamais. D'autres le remarquent aussi, et le célèbre investisseur Anthony Scaramucci a dit que c'est le gars qui serait prêt à traverser les murs pour générer un rendement pour ses investisseurs, ce qui fait vraiment de lui l'un des grands de la bourse.